À l'âge des pirates, l'océan n'était jamais perçu comme un espace de liberté. Il était un territoire instable, immense et indifférent à la volonté humaine. Dès que la côte disparaissait derrière la ligne de l'horizon, les hommes savaient qu'ils entraient dans un monde où chaque erreur pouvait devenir définitive. Le large ne pardonnait pas l'impréparation. Il n'offrait ni refuge ni seconde chance. Dans cet univers sans certitude, une seule question dominait toutes les autres, bien avant les combats, les tempêtes ou les rencontres imprévues. Comment se nourrir loin de toute terre pendant des semaines, parfois des mois entiers? La pêche en haute mer ne relevait pas du confort ni du choix, elle était une nécessité absolue. Sans elle, aucun navire ne pouvait rester longtemps en mer, qu'il s'agisse d'un bateau marchand, d'un navire de guerre ou d'un bâtiment pirate. Le poisson représentait la seule ressource vivante accessible au milieu de l'océan, la seule nourriture que l'on pouvait encore espérer trouver lorsque les réserves commençaient à s'épuiser. Pourtant, pêcher au large ne ressemblait en rien à la pêche côtière. Loin des rivages, la mer devenait plus profonde, plus sombre, plus imprévisible, et chaque tentative était accompagnée d'un risque réel. Les hommes qui pratiquaient cette pêche n'étaient pas des novices. Ils avaient grandi avec le bruit du vent dans les voiles et le roulis constant du pont sous leurs pieds. Ils savaient reconnaître les signes invisibles que la mer laissait parfois apparaître. Des changements presque imperceptibles dans la couleur de l'eau, dans la direction de la houle ou dans le comportement des oiseaux. À cette époque, il n'existait ni instrument fiable ni carte précise indiquant les zones de pêche. Tout reposait sur l'expérience, la mémoire et l'observation. Le savoir circulait oralement, transmis entre marins, souvent sous forme de récits fragmentés, de conseils murmurés ou de mises en garde. Naviguer en haute mer signifiait accepter une forme d'isolement total. Les jours se succédaient sans repère fixe, rythmés uniquement par la lumière, le vent et la fatigue des corps. Dans cet environnement, la pêche devenait un moment de tension silencieuse. Lorsque les lignes étaient jetées à l'eau ou que les filets disparaissaient sous la surface, les hommes retenaient leur souffle. Ils savaient que ce simple geste pouvait décider de leur sort. Une bonne prise offrait quelques jours de répit. Un échec, au contraire, accentuait la peur sourde qui s'installait lentement à bord. Les embarcations utilisées pour la pêche en haute mer durant cette période n'étaient pas conçues pour impressionner. Elles étaient fonctionnelles, robustes, souvent marquées par des réparations visibles. Les planches grinçaient, les voiles portaient les traces de multiples tempêtes, et le pont était encombré d'outils usés par le sel et l'humidité. Chaque élément avait une fonction précise. Le superflu n'existait pas, car tout poids inutile pouvait devenir un danger lorsque la mer se déchaînait. Ces navires n'étaient pas seulement des moyens de transport, ils étaient des abris fragiles, constamment menacés par les forces naturelles. Lorsque la nuit tombait, la pêche prenait une dimension presque rituelle. Dans l'obscurité, les hommes travaillaient en silence, concentrés sur leurs gestes. Les lignes étaient laissées à dériver, parfois pendant des heures, tandis que le navire avançait lentement, porté par le vent. À l'aube, le moment de vérité arrivait. Remonter une ligne en haute mer était toujours un acte incertain. Elle pouvait revenir légère, presque inutile, ou au contraire se tendre brutalement sous l'effet d'une prise puissante. Dans ces instants, la frontière entre la maîtrise et le chaos était extrêmement fine. Beaucoup de marins ont appris à craindre ce moment précis. Un poisson trop grand, une corde mal tenue, un pied qui glisse sur un pont humide, et tout pouvait basculer. Des hommes ont été projetés par-dessus bord, entraînés par la force de la prise, disparaissant dans l'eau sans laisser de traces. Le navire continuait sa route, incapable de faire demi-tour efficacement, laissant derrière lui un silence lourd. Ces disparitions faisaient partie de la réalité quotidienne du large, acceptée avec une résignation mêlée de crainte. La pêche en haute mer exigeait également une résistance physique constante. Les gestes étaient répétitifs, éprouvants, souvent réalisés dans le froid ou sous un soleil implacable. Les mains se couvraient de coupures, la peau brûlait, les muscles se fatiguaient. Pourtant, personne ne se plaignait ouvertement. La fatigue faisait partie du prix à payer pour rester en vie. Chaque poisson ramené à bord représentait un sursis, un jour de plus gagné face à l'immensité de l'océan. Dans cet univers rude, la frontière entre pêcheurs, marins et pirates était floue. Beaucoup d'hommes passaient d'un rôle à l'autre au fil de leur vie. Les compétences acquises lors de la pêche en haute mer étaient précieuses.
Savoir où trouver de la nourriture, comment la conserver et comment survivre loin des ports était une richesse plus riable que l'or. Les futurs pirates apprenaient ces leçons bien avant de prendre les armes. Leur connaissance du large, forgée par des années de pêche et de navigation, leur permettait de survivre là où d'autres échouaient. La pêche n'était donc pas seulement une activité de subsistance, elle structurait le quotidien, influençait les décisions et conditionnait la durée des voyages. Chaque sortie en mer était un équilibre fragile entre espoir et danger. Les hommes savaient que l'océan pouvait se montrer généreux un jour et impitoyable le lendemain. Ils avançaient malgré tout, conscients que renoncer signifiait mourir lentement, tandis que continuer offrait au moins une chance, aussi infime soit-elle. À mesure que le navire s'enfonçait dans le large, cette réalité devenait de plus en plus évidente. La pêche en haute mer n'était pas un art maîtrisé, mais une négociation permanente avec l'océan. Elle demandait humilité, patience et une acceptation profonde du risque. Ceux qui survivaient longtemps n'étaient pas les plus forts ni les plus audacieux, mais ceux qui savaient écouter la mer, observer ses signes et agir au bon moment. C'est dans ce contexte brutal et silencieux que s'est forgée une grande partie de la vie maritime de l'âge des pirates, bien loin des récits idéalisés et des légendes dorées. Avec le temps, les hommes comprenaient que la pêche en haute mer n'était jamais un acte isolé, mais une suite de décisions prises sous pression. Chaque jour en mer obligeait l'équipage à observer, à anticiper et à s'adapter. Le vent pouvait changer sans avertissement, transformant une mer calme en un espace hostile. Dans ces moments, la pêche devenait secondaire, presque dangereuse. Pourtant, renoncer trop longtemps signifiait affronter la faim. Les capitaines devaient alors choisir entre le risque immédiat et la lente détérioration des forces de l'équipage. Lorsque les filets étaient utilisés, la tension était palpable à bord. Lancer un filet en pleine mer demandait une coordination parfaite. Les hommes travaillaient ensemble, conscients que la moindre erreur pouvait provoquer un déséquilibre du navire. Une fois le filet immergé, l'attente commençait. Le silence s'installait, seulement interrompu par le claquement des voiles et le bruit régulier des vagues contre la coque. Puis venait le moment de le relever, un effort collectif où chaque bras comptait. Si la prise était trop lourde, le navire lui-même semblait protester, tiré vers l'eau par une force invisible. Il arrivait alors que le capitaine ordonne une décision radicale. Couper le filet n'était jamais un geste facile. Cela signifiait perdre des heures de travail et une ressource précieuse. Mais face à une mer agitée, il n'y avait souvent pas d'alternative. Les hommes regardaient le filet disparaître sous la surface, emportant avec lui une partie de leurs espoirs. Ce sacrifice faisait partie de la logique du large. Survivre aujourd'hui valait plus que l'abondance incertaine de demain. La pêche au harpon représentait une autre forme de confrontation avec l'océan. Elle exigeait non seulement de la force, mais surtout du sang-froid. Approcher une prise imposante en haute mer demandait une parfaite maîtrise de l'embarcation et une confiance totale entre les hommes. Le harponneur devait attendre le bon instant, lorsque le mouvement de l'eau et celui de l'animal semblaient s'accorder. Un lancer trop tôt ou trop tard pouvait provoquer une réaction violente, mettant en danger l'ensemble de l'équipage. Ces scènes, marquées par l'effort et la peur contenue, rappelaient à chacun la fragilité de leur situation. Trouver du poisson restait toutefois le défi le plus constant. Sans instruments fiables, les marins s'en remettaient à une observation presque instinctive. Les oiseaux jouaient un rôle central. Leur présence, leur manière de voler ou de plonger offraient des indices précieux. La surface de l'eau elle-même parlait à ceux qui savaient la regarder. Une teinte légèrement différente, un frémissement inhabituel, parfois même une odeur particulière, pouvaient indiquer la présence de vie sous-marine. Ces signes étaient interprétés avec sérieux, car une mauvaise estimation pouvait coûter des journées entières sans nourriture. Ce savoir était jalousement protégé. Les bons lieux de pêche n'étaient rarement partagés en dehors du cercle le plus proche. Dans un monde où l'information signifiait survie, la discrétion était essentielle. Certains capitaines préféraient modifier légèrement leur route pour éviter d'être observés, même par des navires alliés. Cette méfiance faisait partie intégrante de la vie maritime. Chaque équipage avançait avec ses propres secrets, conscient que les révéler revenait à affaiblir ses chances de revenir vivant. Une fois le poisson ramené à bord, le travail ne faisait que commencer. Le temps était un ennemi implacable. Sous le soleil ou dans l'humidité constante, la chair se détériorait rapidement. Les hommes s'activaient alors sans relâche, découpant, salant et préparant la prise. Le sel était une ressource aussi précieuse que le poisson lui-même. Il brûlait les mains, imprégnait les plaies.
mais il garantissait la conservation. Sans cette étape, la pêche n'aurait servi à rien. La transformation du poisson modifiait l'atmosphère du navire. Les odeurs devenaient omniprésentes, mêlées à celles du bois mouillé et du goudron. Les vêtements s'en imprégnaient, les corps aussi. Il n'existait aucune séparation entre le travail et la vie quotidienne. Tout se faisait sur le même pont, sous les mêmes conditions, sans intimité ni repos véritable. Cette promiscuité renforçait parfois les tensions, mais elle créait aussi une forme de solidarité silencieuse, forgée par l'effort partagé. Malgré toutes ces précautions, les réserves restaient fragiles. Une tempête pouvait balayer des jours de travail, l'eau de C infiltrée dans les barils ou une erreur de stockage rendre une partie de la nourriture inutilisable. Dans ces moments, la peur de manquer se faisait plus présente. Les rations diminuaient, les corps s'affaiblissaient et la pêche devenait une urgence absolue. Chaque tentative était alors chargée d'une pression supplémentaire, car l'échec n'était plus une option. Les pirates, comme tous les hommes de mer, vivaient avec cette réalité. Contrairement aux récits embellis, leur voyage était souvent long et incertain. Les attaques ne garantissaient pas toujours des provisions suffisantes. Entre deux prises, ils dépendaient entièrement de la mer. Beaucoup d'entre eux connaissaient parfaitement les techniques de pêche, acquises bien avant leur vie hors la loi. Ils savaient improviser, réparer une ligne, utiliser des moyens simples pour attraper de quoi se nourrir. Cette capacité d'adaptation expliquait en partie leur endurance. Au fil des semaines, la pêche influençait l'état moral de l'équipage. Une période d'abondance apportait un soulagement visible, une certaine légèreté dans les gestes et les échanges. À l'inverse, plusieurs jours sans prise plongeaient le navire dans un silence lourd. Les regards devenaient méfiants, les discussions rares. Chacun calculait intérieurement le temps qu'il pourrait encore tenir. La mer, indifférente, continuait d'étendre son horizon sans offrir de réponse. Ainsi, la pêche en haute mer façonnait bien plus que l'alimentation. Elle conditionnait les relations humaines, les décisions stratégiques et même la perception du temps. Les jours n'étaient plus comptés en dates, mais en prises réussies ou manquées. Cette dépendance totale à l'océan rappelait constamment aux hommes leur place réelle dans ce monde immense. Ils n'étaient que des passagers tolérés, cherchant à survivre grâce à une ressource incertaine, dans l'attente d'un vent favorable ou d'un retour vers la terre. Alors que les semaines se succédaient, les hommes comprenaient que la mer n'offrait jamais de certitude. Chaque journée apportait son lot de surprises et de dangers. Parfois, une simple brise suffisait à transformer un large tranquille en une mer agitée, et chaque vague devenait un obstacle imprévisible. Les marins, habitués à cette instabilité, savaient que leur survie dépendait de leur capacité à rester attentifs, à anticiper les changements et à adapter leurs techniques de pêche à chaque situation. Une ligne lancée au moment précis pouvait signifier un repas pour tous, alors qu'une erreur pouvait laisser l'équipage affamé et épuisé. La vie à bord était rythmée par la pêche. Même les moments de calme étaient empreints de vigilance. Les hommes observaient sans cesse les oiseaux, la couleur de l'eau, la présence d'écume, tout signe pouvant révéler l'emplacement d'un banc de poissons. Ces indices, souvent imperceptibles pour un œil non entraîné, étaient interprétés avec précision. Le silence régnait lorsque le navire s'approchait d'une zone favorable, chacun comprenant qu'un geste maladroit ou un mot mal placé pouvait compromettre l'efficacité de la manœuvre. C'était un équilibre fragile, où la moindre distraction pouvait avoir des conséquences dramatiques. Les filets et les longues lignes constituaient le cœur de cette activité. Les hommes devaient coordonner leurs efforts pour lancer, surveiller et relever ces engins. La mer, toujours changeante, intervenait parfois de manière imprévisible. Une ligne pouvait se coincer, un filet être entraîné par le courant, ou une prise trop forte déséquilibrer le navire. Chaque situation demandait une réaction immédiate, une décision rapide et souvent courageuse. La capacité à agir collectivement et à rester calme sous pression définissait la réussite ou l'échec de la pêche, et donc la survie de tous. Les harpons apportaient une autre dimension au travail. S'approcher d'une grande créature marine exigeait non seulement de la force, mais aussi une maîtrise complète de soi et du bateau. Le harponneur devait juger la vitesse, le poids et le comportement de l'animal. Une erreur pouvait projeter l'homme à l'eau, blesser ses compagnons ou endommager l'embarcation. Pourtant, le harpon représentait souvent la seule chance de capturer un gros poisson capable de nourrir l'équipage pour plusieurs jours. C'était un jeu dangereux entre courage et prudence, où chaque lancer portait le poids de la vie de tous. La pêche influençait également la dynamique humaine à bord.
Lorsque le poisson était abondant, les tensions s'apaisaient, les rires revenaient et la coopération s'améliorait. À l'inverse, les jours sans prise accentuaient les frictions. Les regards devenaient méfiants, la fatigue pesait sur les corps et l'inquiétude sur les esprits. L'angoisse de manquer de nourriture transformait parfois des marins aguerris en individus nerveux et irritables. Pourtant, la discipline restait essentielle. L'expérience des anciens et la rigueur des pratiques de pêche préservaient l'équilibre fragile de l'équipage. Les pirates, malgré leur réputation de hors-la-loi, étaient profondément dépendants de ces techniques. Les récits populaires de batailles et de trésors omettent souvent la réalité. Entre deux raids, la survie reposait sur la mer et sur la pêche. Les capitaines expérimentés savaient que l'attaque d'un navire ennemi pouvait fournir des vivres temporaires, mais que la constance ne venait que de leur connaissance de l'océan. Beaucoup d'entre eux avaient été pêcheurs avant de devenir pirates et connaissaient chaque astuce, chaque signe, chaque méthode permettant de capturer et de conserver le poisson dans des conditions extrêmes. Le travail à bord ne s'arrêtait jamais vraiment. Après la capture, il fallait préparer le poisson pour le conserver. Salage, séchage ou fumage étaient des étapes essentielles, effectuées avec soin malgré la fatigue, la pluie ou le froid. Le navire entier se transformait en un espace dédié à cette activité, où l'odeur du sel et de la chair se mêlait à celle du bois mouillé et du goudron. Cette routine, répétitive mais vitale, enseignait aux hommes la patience, la résilience et l'importance de chaque geste. Chaque jour, chaque action contribuait à prolonger la vie de l'équipage et à garantir que les semaines en mer puissent continuer. Les pertes étaient fréquentes et faisaient partie de l'existence quotidienne. Les tempêtes pouvaient emporter des jours de travail, l'eau pouvait pénétrer dans les barils de nourriture, et parfois la mer elle-même semblait capricieuse et cruelle, refusant ses dons aux hommes les plus méritants. Dans ces moments, la tension montait, et la peur de manquer devenait tangible. Les hommes comprenaient que la mer ne les nourrissait pas par bonté, mais qu'elle offrait simplement des opportunités que seuls ceux capables de les saisir pouvaient exploiter. La dépendance à l'océan modelait le rythme de la vie maritime. Le temps était compté non pas par des dates, mais par le succès ou l'échec de la pêche quotidienne. Chaque jour sans prise était une épreuve psychologique et physique. Chaque succès apportait un relâchement temporaire. La mer n'offrait aucune sécurité, seulement un terrain d'opportunité et de danger, et ceux qui survivaient étaient ceux qui comprenaient cette réalité. À mesure que les semaines s'accumulaient, le respect pour la mer se consolidait. Les hommes réalisaient que l'océan n'était pas un adversaire à conquérir, mais une force avec laquelle il fallait composer. La pêche n'était pas seulement une question de nourriture, mais une leçon quotidienne d'humilité, de patience et de coopération. Chaque membre de l'équipage devait comprendre sa place et son rôle, car la survie dépendait de l'harmonie et de l'efficacité collective. Enfin, la pêche en haute mer a laissé un héritage durable dans la culture maritime de l'âge des pirates. Sans elle, les voyages prolongés auraient été impossibles, les explorations limitées et les raids moins soutenables. Elle a formé les hommes à la rigueur, au courage et à la persévérance, qualités essentielles pour ceux qui voulaient survivre dans un monde sans pitié. Le poisson n'était pas seulement un repas, mais le fil invisible reliant l'homme à la mer, le rappel constant de la fragilité de la vie face à l'immensité de l'océan. Ainsi se terminent les semaines passées au large, où chaque jour, chaque prise, chaque décision contribuait à maintenir un fragile équilibre entre la vie et la disparition. La mer, indifférente et puissante, ne garantissait rien. Elle offrait simplement la possibilité de continuer, un jour de plus, une capture de plus, un souffle de plus. Pour ceux qui ont survécu, elle laissait des leçons, des histoires et une mémoire que peu d'écrits pouvaient transmettre, mais que chaque marin portait en lui, invisible, immuable, essentiel à sa survie. Si vous aimez les histoires de l'âge d'or de la navigation pirate et que vous voulez découvrir encore plus de curiosités sur les pirates, les aventures en haute mer et les secrets de l'océan, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Venez naviguer avec nous et vivre chaque histoire comme si vous étiez à bord d'un véritable navire pirate.